Mais où la guerre risquerait-elle de s'étendre, selon vous? Parce que j'ai entendu dire, par exemple, que l'Arabie saoudite a déclaré vouloir rester en dehors de tout cela. C'est-à-dire qu'elle ne voudrait pas que les Américains utilisent son espace aérien, par exemple. Alors que des pays comme Bahreïn ont averti qu'ils ne resteraient pas silencieux si la guerre venait jusqu'à eux. Ce n'est peut-être pas le pays le plus puissant de la région, bien sûr. Mais selon vous, où cette guerre pourrait-elle réellement se dérouler alors? Je pense que les élites de ces petites dictatures arabes du Golfe Persique seront probablement les premières à fuir. Elles ont déjà transféré des dizaines et des dizaines de milliards de dollars hors de leur pays. Elles possèdent des domaines et des palais à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc elles ne seront pas là pour voir la guerre. Je pense que nous allons assister à l'effondrement de ces régimes. Par ailleurs, le Hamas a publié une déclaration affirmant qu'une guerre contre l'Iran serait une guerre contre l'ensemble du monde islamique. Je ne peux pas imaginer quelles en seront les limites. Mais ce que je peux dire, Glenn, c'est que pour l'Iran et la résistance, l'axe de la résistance, ce sera une lutte pour la survie. Ce sera une guerre existentielle. Pour les États-Unis, ce sera une guerre de choix. Et donc, évidemment, lorsqu'il s'agit d'une guerre existentielle, on se bat très différemment d'une entité qui a simplement choisi de mener cette guerre parce que Netanyahou, les sionistes et le lobby sioniste la voulaient. C'est une chose très différente. Et je pense que les circonstances d'une telle guerre aujourd'hui sont très différentes de celles d'après le 11 septembre. Oui, dans l'ensemble, les gens aux États-Unis sont opposés à la guerre. Ils sont fatigués. La situation économique n'est pas bonne. Et je pense que les dossiers Epstein, ironiquement, ont créé un nouveau niveau de méfiance. Ainsi, s'il y a une guerre, les gens vont très rapidement pointer du doigt le régime israélien et le lobby sioniste, à un moment où ils deviennent de plus en plus impopulaires, surtout parmi les jeunes. Donc, une guerre contre l'Iran, où des soldats américains meurent, et où le prix de l'essence et de l'énergie s'envole, au moment même où les dossiers Epstein sont révélés un à un au public, du moins ceux qui n'ont pas été expurgés ou dissimulés. Je ne pense pas que ce soit une combinaison qui permettra à Trump de tenir très longtemps. Je pense que ça conduirait rapidement à la fin de sa présidence. Et bien sûr, je ne peux pas prédire l'avenir, mais je ne crois pas qu'il puisse poursuivre une guerre très longtemps dans de telles circonstances. L'Iran ne fera aucun cadeau. Ils frapperont aussi fort que possible pour rendre la situation très douloureuse, forçant les élites de Washington à reculer aussi vite que possible. Et à mesure que l'économie mondiale s'effondrera, tout le monde en tiendra Trump, le régime israélien et le sionisme pour responsables. Cela ne leur donnera une bonne image nulle part. Eh bien, si nous voulons, je suppose, avoir une idée de la direction que prennent les États-Unis, un bon indicateur serait d'examiner la récente rencontre entre Netanyahou et Trump. J'aimerais savoir ce que vous en retenez en termes de déroulement de cette rencontre. J'ai vu ressortir une rhétorique assez belliqueuse par la suite, mais encore une fois, il est difficile d'interpréter le langage de Trump, car il est souvent volontairement trompeur et a tendance à changer de ton dans la même journée. Alors, comment voyez-vous le déroulement de cette rencontre? Je suppose qu'un objectif clé pour Netanyahou était de s'assurer que les États-Unis restaient sur la voie d'un renforcement de la pression, voire d'une attaque contre l'Iran. Eh bien, du moins en apparence, il semble que Trump n'en veuille pas. Ou pour l'instant, cela pourrait être pour l'une de deux raisons. La première, c'est qu'il sait ce que cela impliquerait, et cela signifierait la fin de sa présidence.
Mais malgré tout, soit il n'en veut pas, soit il veut déployer davantage de moyens dans la région, peut-être un deuxième porte-avions, en pensant que cela fera pencher la balance, ce qui ne sera pas le cas. Il ne fait aucun doute que ce ne sera pas le cas. La vulnérabilité des États-Unis et de leurs alliés dans la région du Golfe Persique est tout simplement trop grande. Quiconque s'y est rendu sait qu'il est impossible de protéger ses moyens. Mais en tout cas, il se peut qu'il veuille en déployer davantage. Mais dans tous les cas, c'est exactement comme tu l'as dit. Trump change très facilement de position. Il se contredit sans cesse. Nous ne savons pas ce qu'ils ont sur lui dans les dossiers Epstein, ni quels dossiers les Israéliens possèdent que les Américains n'ont pas. En réalité, nous ne savons rien. Donc à Téhéran, on part du principe qu'il faut se préparer à la guerre. Si tu regardes la manière dont Netanyahou a parlé en partant, il semblait mécontent. Si tu regardes la déclaration de Trump sur Truth Social, il semblait, pour le moment, insister sur le fait qu'il n'y aurait pas de frappe militaire. Mais encore une fois, nous négocions déjà avec les États-Unis avant la guerre de 12 jours. Le premier jour, Witkoff a dit que les États-Unis reconnaîtraient l'enrichissement pour l'Iran. Les Iraniens ont vu cela comme une avancée positive. Puis, dès la deuxième session, il a changé les règles du jeu et n'a cessé de le faire. Ensuite, entre les 5e et 6e cycles, les États-Unis et le régime israélien ont conspiré pour mener secrètement une attaque contre l'Iran. Ainsi, pour l'Iran, les négociations ou les déclarations de Washington ne signifient absolument rien. Ils vont simplement se préparer à la guerre et voir comment les choses évoluent. Mais, sur un autre plan, je pense qu'il est important de garder à l'esprit que le temps ne joue pas non plus en faveur de Trump, car chaque jour nous rapproche des élections de mi-mandat aux États-Unis, et la situation ne s'annonce pas favorable pour lui. Et si Trump attaque l'Iran, même s'il parvient à tuer beaucoup de gens, leurs familles, leurs dirigeants, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs voisins, nous avons une constitution. Et la question du leadership ne posera pas de problème. L'Iran continuera à mener la guerre. Les forces armées ont été instruites sur la manière de combattre de façon autonome, et les bases de missiles souterraines, qui se comptent par centaines et ont été considérablement améliorées au cours des 8 ou 9 derniers mois, grâce à l'expérience acquise pendant la guerre, continueront à tirer. Et les missiles anti-navires, les sous-marins, les vedettes rapides, des milliers d'entre eux, je ne sais pas exactement combien, mais ils mèneront tous une guerre asymétrique. Donc Trump n'aura pas une guerre courte. Ce ne sera pas une affaire d'un jour, de 2 jours ou de 3 jours. L'Iran détruira et détruira encore l'ennemi jusqu'à ce que l'économie mondiale s'effondre et que les États-Unis reculent. Trump pourra déclarer une sorte de victoire symbolique. Mais, vous savez, chaque jour qui passe nous rapproche des élections de mi-mandat. Et une guerre de ce genre serait catastrophique, non seulement pour Trump, mais pour tous ceux qui lui sont liés.